Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de nutrition et pour vous parler de riz. Alors, je fais cette vidéo suite à un post Instagram que j'ai vu, un post de Biomécanique Podcast, qui est d'ailleurs un ami, et qui interviewait un nutritionniste ou un médecin qui expliquait que le riz était quelque chose qu'il ne recommandait absolument pas et qui n'était pas un aliment sain. Alors, je veux revenir là-dessus pour vous expliquer que il y a de nombreuses civilisations qui se sont bâties autour du riz et qui se sont adaptées génétiquement à cet aliment et qui le digèrent parfaitement et ont un mode de vie, un mode de préparation du riz, une culture culinaire qui leur permet de parfaitement assimiler cet aliment, cette graine. Mais bien sûr, il y a d'autres populations qui ont souvent une intolérance, et qui ont parfois une intolérance à ce végétal, à cette graine, et qui ne peuvent pas l'intégrer dans leur alimentation. Et tout ça, bien sûr, varie en fonction de l'histoire des populations, de l'histoire des ancêtres, de la lignée des individus, mais aussi de leurs habitudes alimentaires qui peuvent modifier plus ou moins leur microbiote, c'est-à-dire toutes les bactéries qui sont dans l'intestin, qui vont, en fonction de leur vécu, avoir une flore bactérienne intestinale qui favorisera plus ou moins la digestion de certains aliments et particulièrement du riz. Mais d'autres facteurs sont purement génétiques. Si vous n'avez pas beaucoup d'amylase, donc beaucoup de copies d'un gène qu'on appelle AMY1, vous pourrez sortir ce nom dans un dîner entre amis pour faire bien, vous aurez une moins bonne capacité d'assimilation des amidons, de capacité de casser ces sucres pour en tirer de l'énergie pour les métaboliser, et vous risquez d'avoir des fermentations intestinales, péter, avoir des blocages intestinaux, être constipé ou avoir la diarrhée, et rien qui n'est particulièrement bon pour la santé. Donc, je vais vous lire un petit texte que j'ai fait, ou plutôt que j'ai fait avec mon ami virtuel ChatGPT, à qui, bien sûr, j'ai posé des questions intéressantes et intelligentes pour qu'il vous sorte un petit résumé pour que vous compreniez que le riz peut être bon ou mauvais en fonction de l'histoire de votre lignée et votre histoire personnelle aussi, la façon dont vous avez vécu et mangé. Alors, ce petit texte s'appelle « Le riz ». Voici une synthèse scientifique claire, compacte et rigoureuse sur les variantes interindividuelles et interpopulations de la tolérance au riz, les mécanismes génétiques et non génétiques impliqués, les populations concernées et les implications pratiques. 1. Panorama rapide. Le riz est un aliment riche en amidons, glucides complexes. La réponse métabolique après ingestion, pic de glucose, réponse insulinique et stockage, varie fortement entre individus. Ces variations résultent d'un ensemble de facteurs génétiques. Certaines variantes et CNV, épigénétique, microbiote intestinal, habitudes culinaires et contexte alimentaire, accompagnement raffinage, et état métabolique, insulinorésistance, obésité. À l'échelle des populations, des fréquences génétiques différentes et des histoires alimentaires millénaires, agriculture du riz ou régime pauvre en amidon, explique pourquoi pour certains groupes, le riz est central et bien toléré, alors que pour d'autres,
il pose facilement des problèmes, particulièrement des problèmes intestinaux, quand le riz arrive, quand l'amidon arrive non pété par l'amylase qui se trouve dans la salive, dans les intestins, ça va fermenter, ça va générer des problèmes intestinaux plus ou moins importants en fonction des individus. Mécanisme biologique clé. A. Digestion de l'amidon. Gène AMY1, amylase salivaire. Donc c'est un gène qui crée justement une enzyme lui permettant de péter l'amidon pour qu'il ne descende pas dans l'intestin complet et qu'il ne génère pas des flatulences et autres problèmes. AMY1 code pour l'amylase salivaire. Son nombre de copies, CNV, varie fortement d'un individu à l'autre, de quelques copies à des dizaines. Plus il y a de copies, plus il y a d'amylase salivaire, qui amorce plus efficacement la digestion de l'amidon dès la bouche, ce qui peut modifier la vitesse d'absorption et la courbe glycémique post-prandiale. Des études montrent une corrélation entre un plus grand nombre de copies AMY1 et une meilleure tolérance au régime riche en amidon. Mais les résultats ne sont pas uniformes pour toutes les populations et tous les endpoints, IMC, glycémie, etc. B. Transporteur et régulation du glucose, insulinosensibilité. Plusieurs gènes influencent une réponse insulinique et la régulation de la glycémie. Alors les gènes concernés, que vous pourrez en parler dans un dîner entre amis pour frimer, retenez-les bien. Vous ne saurez même pas les placer sur votre génome. C'est le TCF7L2, le GCK, le SLC2A2, le GLUT2, le PPARG et l'IRS1, etc. Notez-les bien pour frimer. Ça ne sert à rien de les connaître, mais ça fait bien. J'ai demandé à ChatGPT, pour faire intelligent, de me rajouter tous les gènes influençant justement la digestion par rapport au riz, l'assimilation du riz. Certaines variantes, par exemple l'allèle de TCF7L2, augmentent le risque de diabète de type 2 et modulent la réponse à un apport glucidique élevé. La prévalence de certaines variantes diffère entre les populations, ce qui modifie les risques moyens. C. Microbiote intestinal. Le microbiote métabolise une partie des glucides et influence la libération d'acides gras à chaîne courte, inflammation et la sensibilité à l'insuline. Des histoires alimentaires longues, riz fermenté, consommation de légumes légumineuses, façonnent un microbiote qui réduit les pics glycémiques. Oui, c'est indépendant quand même de la génétique aussi. Il y a le culturel qui joue aussi dans l'assimilation du riz, donc à part la création au cours de son existence d'un microbiote, c'est-à-dire d'un ensemble de bactéries plus ou moins efficaces pour pouvoir casser l'amidon et digérer le riz. D. Dans les intestins. D. Transformation alimentaire et indice glycémique. Riz blanc raffiné, indice glycémique élevé, pic de glycémie marqué. Méthode réduisant la vitesse d'absorption. Riz complet, cuisson al dente, refroidissement, formation d'amidon résistant, consommation avec fibres, protéines, gras et ferments. Donc on voit que de toute façon, si on associe le riz à certains aliments par une culture culinaire, on n'aura pas de pic glycémique marqué. C'est pas tout le temps bon, puisqu'on va stocker à ce moment-là. Et on peut même faire des hypoglycémies après, c'est la merde. Donc, on voit que la façon dont est présenté, dont est mangé le riz, joue aussi fortement sur son assimilation. 3. Population concernée et tendance historique. A. Population avec tradition de consommation élevée de riz, tolérance culturelle plus adaptation. Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée, et Asie du Sud-Est, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Philippines. Millénaire d'agriculture risicole, adaptation culturelle, méthode culinaire, accompagnement
et certaines signatures génétiques, par exemple fréquence plus élevée d'AMY1, plus élevée dans les groupes historiquement exposés à l'amidon, études variées. Évidemment, ceux qui avaient des flatulences et des problèmes intestinaux, ils risquaient bien sûr d'être fatigués, d'avoir un système immunitaire sous inflammation qui n'était pas top, et progressivement de se dégrader et parfois même de mourir. Donc c'est pas top, donc fréquence plus élevée d'AMY1 avec de nombreuses copies. Dans ces régions, le riz est structurellement central au régime et souvent consommé avec fibres, légumes et protéines, ce qui réduit l'impact glycémique, donc une meilleure absorption lente. B. Population avec plus faible exposition avec plus faible exposition historique à l'amidon raffiné. Population agricole non risicole ou chasseurs-cueilleurs. Fréquence moyenne d'AMY1 plus basse, potentiellement moins d'amorces salivaires de l'amidon et réponse glycémique post-pandriale différente. Notez que la variabilité individuelle est grande. Beaucoup d'individus hors d'Asie tolèrent très bien le riz. Donc on voit quand même qu'il y a des tolérances au riz. C'est pas une loi pure et dure. Il y a bien sûr des variations individuelles, mais on parle en tendance générale. C'est beaucoup plus simple. C. Population à risque élevé de conséquences métaboliques liées au riz moderne. Asie de l'Est moderne. Bien que culturellement habitué au riz, l'urbanisation, la sédentarité et la consommation accrue de riz blanc raffiné ont contribué à la hausse spectaculaire du diabète de type 2. Ceci souligne que habitudes alimentaires plus mode de vie interagissent avec la prédisposition génétique. Donc le riz blanc, c'est pas top, vaut mieux prendre du riz blanc raffiné, vaut mieux prendre du riz complet. Et surtout, si vous ne faites pas de sport et vous continuez à bouffer plein de riz blanc, même si vous avez les enzymes vous avez les gènes AMY1 en de nombreuses copies, ça va être la merde. 4. Vous ne péterez pas, mais vous aurez du diabète. 4. Synthèse. Pourquoi certains profils voient le riz comme essentiel et d'autres le trouvent délétère? Essentiel pour des populations où le riz est consommé depuis des millénaires, organisé dans des plats complets et où la génétique AMY1 et d'autres facteurs, plus microbiote, plus pratiques culinaires, réduisent les pics glycémiques. Le riz est une source d'énergie stable et centrale. Et elle est délétère chez des individus avec moins d'amylase salivaire, prédisposition génétique à l'insulinorésistance, microbiote non adapté, et lorsque le riz est consommé sous forme raffinée en grande quantité, sans fibres et protéines, il peut induire une hyperglycémie répétée, stockage adipeux et risque métabolique. C'est un peu ce qu'on retrouvait des fois chez des bodybuilders qui prenaient des quantités industrielles de riz blanc, et c'était pas vraiment le top. Alors heureusement, ils accompagnaient un peu de poulet, de blanc de poulet sans peau, sans rien, ce qui était dégueulasse, mais ils n'étaient pas dans une très bonne santé non plus, pensant manger sain. Il leur manquait beaucoup d'éléments essentiels, et aussi, il y avait du blanc de poulet à l'époque, c'était catastrophique. Il manquait totalement de collagène, ce qui faisait qu'ils avaient fréquemment des ruptures tendineuses, et même des problèmes cardiaques, puisque on sait bien que les feuillets apodévrotiques des vaisseaux sanguins sont constitués d'une grande partie de collagène. Et si tu manges que du blanc de poulet, tu risques d'avoir des problèmes. Alors en plus, qui pétaient plus facilement aux articulations au niveau des tendons et des ligaments, à cause de leur régime sans collagène, ils avaient en plus des risques d'avoir des problèmes cardiaques, surtout qu'ils prenaient en plus de la testo en grande quantité et des stéroïdes, ce qui n'arrangeait pas les choses. Voilà. Plus le riz blanc, pas top, qui n'était pas excellent pour la digestion non plus. Voilà. 5. Implications pratiques et applications. Nutrition personnalisée, mesurer sensibilité glucidique individuelle.
T2D, risque glycémique postprandial, test d'amylase salivaire éventuellement. Oriente des recommandations, portions, index glycémique, accompagnement. Conception alimentaire, favoriser le riz complet, cuisson, réchauffage pour amidon résistant, accompagnement par protéines, fibres et gras, fermentation, exemple le riz vinaigré, pour réduire l'impact glycémique. Santé publique, dans les régions à forte prévalence de diabète, promouvoir les variantes culinaires et portions contrôlées plutôt que des diatribes génétiques simplistes. Voilà. Ce que disent et ne disent pas les résultats génétiques, les gènes influencent la probabilité et la physiologie, pas le destin. Fréquence plus élevée d'un marqueur dans une population n'est pas égale à une règle pour chaque individu. Les effets de gènes comme AMY1 sont modulés par le reste du génome, l'environnement et le microbiote. Beaucoup d'études montrent des associations de corrélation, de causalité. La causalité peut dépendre du contexte alimentaire. Bah oui, si vous avez pas beaucoup d'amylase et que vous avez une très bonne flore bactérienne intestinale, bah, malgré le fait que vous n'allez pas casser avec la salive l'amidon parfaitement, votre flore intestinale et vos bactéries dans vos intestins vont très bien faire le travail, et tout ça peut varier d'un individu à l'autre. Mais bien sûr, avoir beaucoup d'amylase générée par l'AMY1 en nombroscopie, c'est bien sûr un avantage. 7. Exemple concret, schéma résumé. Alors, les deux individus. Individu A, historique familial risicole. AMY1, c'est le gène élevé, il y en a beaucoup. Microbiote adapté, mode de vie actif, le riz, est un bon carburant. Faible pic glycémique post-prandial. Individu B, AMY1 bas, variante TCF7L2 à risque, sédentarité, riz blanc consommé seul égale riz, pic glycémique plus stockage et complications métaboliques. On a tous les problèmes à ce moment-là liés au riz parce qu'on n'est pas adapté. Conclusion en une phrase, la tolérance au riz résulte d'une interaction complexe entre histoire alimentaire et adaptation associée, variantes génétiques clés comme AMY1 et des gènes influençant la régulation du glucose, le microbiote et le mode de vie. Pour certains groupes et individus, le riz est un pilier nutritionnel adapté. Pour d'autres, surtout dans un contexte moderne de riz raffiné et sédentarité, il peut devenir délétère. Donc, dans tous les cas, faites attention, connaissez votre histoire familiale, l'histoire de votre lignée, ça vous aidera peut-être. Et bien sûr, expérimentez sur vous, et bien sûr, votre mode de vie aura peut-être favorisé ou pas votre digestion du riz. Dans tous les cas, favorisez plutôt du riz complet que du riz blanc en grande quantité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un peu de riz blanc de temps en temps, mais baser son alimentation sur du riz blanc quand vous n'êtes pas prédestiné à une bonne digestion du riz, c'est pas le top. Mais certaines personnes, bien sûr, peuvent utiliser le riz comme pilier de leur alimentation s'ils ont bien un pilier, il ne faut pas en prendre trop non plus, il faut manger un peu de tout, mais bien sûr, ça, ils n'auront pas de problème dans la digestion de cet aliment, et ça sera une source d'hydrate de carbone parfaite, même si vous faites du bodybuilding. Donc c'est toujours intéressant, ou de la force, c'est toujours intéressant à comprendre. Et puis il faut surtout comprendre que nous sommes tous différents, nous avons tous une histoire personnelle nutritionnelle de nutrition différente, et une histoire de lignée différente. Chacun de nous a des ancêtres différents, une lignée différente, qui ont subi des pressions sélectives et des adaptations à certains aliments, et certaines populations sont adaptées à certains aliments plus que d'autres. Et par exemple, je ramène tout le temps cette histoire aux petits Indiens d'Inde et aux habitants d'Europe du Nord. Les habitants d'Europe du Nord ont traditionnellement une alimentation riche en
graisse animale, en lait et en calcium que l'on trouve dans le lait. Donc une alimentation riche en aliments animaux, en graisse saturée avec du bacon, des œufs, des saucisses, des wursts, hein, et beaucoup de lait avec du calcium. Et si vous les privez de ces aliments, ils risquent d'avoir de grands problèmes, hein, et de nombreuses carences puisqu'ils tolèrent plus ou moins bien les graisses saturées et le calcium, une forte dose de calcium et ils sont programmés, hein, pour avoir justement une nourriture riche et un apport important en calcium et si vous les privez, ben, vous allez avoir, des problèmes de rachitisme de l'adulte et de nombreuses carences alimentaires. À l'inverse, si vous faites manger beaucoup de viande, de graisse, et et de graves, animal, à des petits de graisses saturées, hein, à des petits indiens, d'Inde, qui sont plus ou moins végétariens, on va dire, qui ont peu d'alimentation animale dans, dans leur régime et bah, ils vont, générer rapidement, un processus inflammatoire aux graisses animales, à l'excès de graisse animale et ils vont, en quelques années, générer un état pathologique pouvant, les mener d'inflammation généralisée, pouvant les mener à la mort. Donc faites très attention, les uns peuvent être presque végétariens et les autres ne peuvent pas l'être. Il n'y a pas un régime pour tous, il y a un ensemble de régimes alimentaires adaptés à certaines populations ou à d'autres. Bien sûr, avec les métissages et les mélanges et l'amour et les voyages, il se trouve qu'il y a beaucoup de métissage, de métis et à ce moment-là, ben, c'est tout un travail personnel pour retrouver ce qui est bon ou mauvais pour vous dans l'alimentation puisque vous aurez hérité d'une façon aléatoire des gènes, de 50 des gènes de papa et de maman. Donc c'est toujours un travail après pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour l'un ne l'est pas pour l'autre et quand il y a des métissages, hein, on ne peut pas se baser sur ce que mangeaient nos ancêtres, hein, puisqu'on est issu de 2 lignées différentes, même parfois de beaucoup plus, hein, quand il y a un brassage ethnique de plusieurs, populations, hein. Il faut essayer de retrouver, dans, ce mélange de gènes, ce qui nous convient au niveau nutritionnel. Donc quand on entend des médecins nutritionnistes dire que tel régime est bon et que tel régime ne l'est pas, ils oublient souvent que l'humanité est plurielle, hein, comme diraient les gauchistes, qu'elle est faite de variations et de subtilités et qu'il faut faire un travail personnel pour pouvoir savoir ce qui vous va et ce qui vous va n'est pas forcément ce qui va aux voisins. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.